s'est joué sans doute à Moscou un moment très important de cette guerre et des mois à venir. Vladimir Poutine donc, avait décidé de réunir tous les cadres importants de son armée pour s'adresser à eux et pour tracer l'horizon de ce que sera cette guerre russe dans les semaines ou les mois à venir. Et on se demandait s'il allait être évasif ou s'il allait vraiment annoncer des choses. Eh bien, il a vraiment annoncé des choses et il a vraiment annoncé, donner des informations qui peuvent faire réfléchir, qui peuvent peut-être inquiéter, mais vous nous direz ce qu'il en est. En tout cas, de toute évidence, dans l'esprit de Vladimir Poutine, on se dirige vers une guerre longue, vers une guerre lourde et vers une guerre plus intensive. Qu'a-t-il dit précisément? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord donc, à quelle occasion Vladimir Poutine a-t-il fait ces annonces? D'abord un mot du décor, David. Vladimir Poutine s'exprimait devant le conseil d'administration du ministère russe de la Défense à Moscou. En clair, devant les plus hauts gradés de l'armée russe, c'est-à-dire ceux qui mènent et dirigent depuis le 24 février cette invasion de l'Ukraine. À ses côtés, dans cette grande salle du ministère de la Défense, le ministre à gauche, Sergueï Shoigu, et Valéry Gerasimov, son chef d'état-major. Avant d'en venir aux détails, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, Vladimir Poutine parle d'une tragédie, c'est son terme, une tragédie qui se joue entre deux peuples frères, dit-il, et dont il assure, ça c'est moins nouveau, qu'il n'est aucunement responsable. Écoutez Vladimir Poutine. Я вот хочу это подчеркнуть, но нас не в чем упрекнуть. Говорю совершенно ответственно. Мы всегда, и вы знаете мою позицию, всегда считали украинский народ братским народом. Я и так сейчас думаю. И сейчас так думаю. И то, что происходит, это, конечно, трагедия, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а наоборот. Это является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира. Alors venons-en maintenant à l'essentiel. Vladimir Poutine annonce que l'armée et l'industrie de l'armement russe vont voir leur potentiel renforcé. Bon, ça fait réagir, hein, cette déclaration de Vladimir Poutine. Évidemment, c'est toujours assez saisissant de l'entendre s'exprimer et utiliser ces mots-là. Donc, il a donné des détails, donc renforcer le potentiel, comme vous dites, Fanny. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, premier point, ça signifie d'abord grossir les rangs de l'armée russe. En août, souvenez-vous, Vladimir Poutine avait signé un décret pour porter le nombre de combattants à 1 150 000. Désormais, le nombre augmente encore à 1,5 million cette fois. Ce serait donc environ 500 000 militaires de plus qu'avant l'invasion de l'Ukraine. Bref, c'est un très gros pari. Comment l'armée russe va-t-elle procéder? Elle annonce notamment qu'elle va reculer l'âge maximal pour effectuer son service militaire de 27 à 30 ans. Est-ce qu'une nouvelle mobilisation serait nécessaire, comme en septembre-octobre? On voit mal comment il pourrait en être autrement. En tout cas, la question est posée. Deuxième axe de renforcement de l'armée russe, la marine. C'est à la fois un renforcement, mais aussi une mainmise supplémentaire sur les territoires conquis, puisque Vladimir Poutine a annoncé la création de 2 bases navales russes en Ukraine, l'une à Berdiansk, l'autre à Mariupol, 2 villes portuaires de la mer d'Azov, occupées depuis plusieurs mois. L'armée y déploiera des navires de surveillance, des navires de secours d'urgence et des unités affectées à la réparation. Troisième axe, l'aviation militaire russe et les drones. Écoutez encore Vladimir Poutine. Важно повысить боевые возможности воздушно-космических сил, в том числе истребителей и бомбардировщиков при их работе в зоне действия современных систем ПВО. Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным. Quatrième axe de renforcement qui ne passera pas non plus inaperçu, ce que Vladimir Poutine appelle la triade nucléaire, autrement dit les forces nucléaires terrestres, aériennes et maritimes. Écoutez Vladimir Poutine. Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». В мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». Будем и дальше оснащать наши стратегические силы новейшими видами оружия.
Vladimir Poutine, vous l'avez entendu, cite notamment 2 types de missiles nucléaires. D'abord, le missile de croisière Zircon. L'armée russe doit en être dotée dans les prochaines semaines. Il est réputé, David, si rapide, 9 fois la vitesse du son, que la défense antiaérienne ennemie n'aurait pas le temps de réagir pour le détruire. Autre exemple, le fameux missile intercontinental Sarmat, aussi appelé Satan II. Ce missile est capable de transporter 12 têtes nucléaires à une vitesse de 7500 km/h et avec une portée de 18 000 km, largement assez pour viser par exemple les États-Unis depuis la Russie. Merci Fanny. La préparation au combat de notre triade nucléaire, une armée portée à 1 500 000 hommes. On va revenir dans le détail sur ces annonces. Vous allez nous dire quelle portée elles peuvent avoir. Mais d'abord un mot avec vous, Ala, sur l'ensemble de ce discours. Je ne sais pas ce que vous attendiez, mais là on a un Vladimir Poutine plus va-t-en-guerre que jamais. Il n'est pas en train de dire le conflit va vivoter ou alors on va essayer de trouver... Il est en train de dire je renforce mon armée dans tous les domaines pour faire une guerre qui va prendre une nouvelle ampleur contre l'Ukraine. Disons qu'il commence à assumer le fait qu'il s'agit d'une guerre et pas d'une opération spéciale, parce que par tous les critères, ça ressort en guerre, ça ne ressort pas une petite opération. C'est une première chose. Deuxième, oui, il annonce engager beaucoup plus de jeunes recrues, ou je ne sais pas, pas très jeunes, mais la question où il va les prendre, parce que maintenant, ils creusent un peu partout. Ils vont dans les prisons pour essayer de récupérer les gens qui veulent ne pas purger la peine, mais plutôt aller combattre en Ukraine. Donc, où il va chercher les gens qui vont aller combattre, c'est aussi un pari pour lui. Parce que, d'après ce qu'on sait, nous, même si les Russes ne protestent pas énormément contre cette guerre, ils ne sont pas non plus les énormes supporters, surtout quand il faut aller combattre soi-même. Donc vous ne vous dites pas forcément, ce jour est une journée sombre pour nous les Ukrainiens? Non, je pense que c'est un jour ordinaire comme d'habitude, parce que cette guerre n'est pas commencée ni hier, ni aujourd'hui, ni il y a un an. Elle a commencé il y a déjà... 8 ans, 8 ans, presque en 2014, 9 déjà. c'est ce que On vous dirait voulez que dire. parce que si on se réfère à l'annexion de la Crimée, c'était en mars, donc on s'approche en 9 ans. Vous voyez, donc non, c'est un jour comme un autre. Détaillons ces mesures. Commençons par l'armée. Donc passer de 1 150 000 à 1,5 million, on parle de 350 000 hommes. Quand on voit que la dernière mobilisation portait sur 300 000 hommes, quand on parle de 100 000 hommes tués, là il y a un seuil quantitatif qui est franchi. Est-ce qu'il faut considérer qu'il va y arriver? Est-ce qu'il faut considérer que les moyens qu'il annonce vont lui permettre d'y arriver? Et est-ce qu'il faut considérer que pour l'Ukraine, c'est de mauvais augure ou pas forcément, Pierre? Alors, tout est de mauvais augure, parce que son message, et je m'en excuse à l'avance pour la mémoire de Clémenceau, que j'aime beaucoup, son message c'est la guerre, la guerre, la guerre. Il n'y a pas un interstice, sauf le fait de dire c'est pas nous qui avons commencé. Enfin bon, tout ça est assez surréaliste. Donc c'est la guerre, la guerre, la guerre. Et on a utilisé parfois cette image. Les Russes sont très bons au jeu d'échecs. Poutine joue au jeu d'échecs comme un joueur de poker menteur. Et le joueur de poker menteur, quand il perd, il peut avoir tendance à signer des billets à ordre, à mettre tout ce qu'il peut sur la table pour se rassurer lui-même en faisant une espèce d'effet masse sur la table. Et c'est un peu ça. Parce qu'en fait, ce discours est préoccupant parce que vraiment, on voit une sorte d'enfermement de plus en plus important. Et le drame, c'est que je pense que Poutine croit ce qu'il raconte. C'est ça qui me préoccupe beaucoup. Je crois qu'il croit cette espèce de fantasme, de menace sur l'existence de la Russie, alors que j'ai souvent dit que aucun pays dans le monde n'a la moindre envie de s'attaquer à la Russie, de détruire la Russie. Mais il est dans ce fantasme. Et le problème, c'est que là, il récapitule ce qu'il n'a cessé de dire depuis 10 mois. Depuis 10 mois, il parle un coup des effectifs, un coup des missiles nucléaires extraordinaires qui font des tas de choses mirobolantes. Vous vous rendez compte qu'il met 10 mois pour découvrir que les drones sont des outils majeurs du champ de bataille qu'il va falloir doter le pays. Parce qu'à chaque fois, dans ces affirmations, en creux derrière, il y a le fait, mais on est nul là.
je vous dis qu'on est les meilleurs, ça, mais en fait, on est nuls là-dedans. Les effectifs, on n'a pas ce qu'il faut. L'entraînement, on n'est pas opérationnel. Ça, donc, la schizophrénie, elle est aussi dans cette espèce de double discours en disant on a des armements qui peuvent tuer tout le monde en une fraction de seconde, et puis en même temps, on est dans une panade noire. Mais dans ce que vous comprenez, Pierre, sur cette armée, est-ce qu'il a les moyens de porter l'armée à 1 500 000 hommes? Non. Non, moi je ne crois pas. Mobiliser 300 000, 310 000 réservistes, ça a été un effort considérable. Vous en avez 150 000, parce qu'il l'a précisé effectivement, qui sont encore à l'entraînement. Donc sur les 300 000, là on nous parle 1 500 000, oh là là, vous vous rendez compte, 1 500 000, ça. Là, 300 000 GUS qui ont été mobilisés il y a 3 mois. Vous en avez 150 000 qui ne sont toujours pas opérationnels. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas poser, qu'ils ne vont pas à un moment arriver à être à peu près opérationnels au combat d'infanterie. Mais vous vous rendez compte ? Donc il y a une part d'effet d'annonce et tenter d'effrayer l'adversaire. Oui, il y a une part. Mais ce qui ne veut pas dire que, comment dirais-je, à force d'y croire, à force de mettre, on l'a souvent dit, de la chair à canon, d'aller récolter, etc., des hommes, de les forcer. Depuis les premières semaines de la guerre, ici sur ce plateau, on n'a pas arrêté de parler des effectifs. Il avait lancé des appels aux Syriens, son copain Bachar el-Assad, pas un combattant syrien. Les Tchétchènes, Kadyrov, dès le début, a dit « Mais attends, tu arrêtes de me bousiller mon bel outil », parce que sur Hostomel, notamment, il y a eu 200 Tchétchènes qui ont été tués. Vous savez, ils étaient en beau treillis, hiver, avec des armes peintes, des trucs absolument extraordinaires. Tout ça a été détruit. Depuis le début, Poutine ne trouve pas les hommes. Donc après, il va les chercher dans les prisons. Maintenant, il dit on va monter à 1 million. Donc si vous voulez, ce qui est très inquiétant, c'est un discours paranoïaque qu'avait identifié la présidence française dans un communiqué avant la guerre en disant il y a au Kremlin un discours de nature paranoïaque. Un côté schizophrène qui consiste en permanence à dire on veut nous tuer, on est fragile, on va nous encercler, mais en même temps, on a la capacité à tuer tout le monde. Et une réalité qui, dans les mains du tsar, comment dirais-je, part comme le sable. Poutine ramasse des bracelets de sable, l'envoie à notre figure pour qu'on en ait plein les yeux, et en fait, tout s'écoule entre ses doigts. Oui, et donc, il y a un moment, si vous voulez, où à force de tirer sur le réel, d'être dans le fantasme et d'être à chaque fois contredit sur le terrain, il y a un moment où ça va... à un moment, il y aura un point de rupture. Le point de rupture, je termine rapidement, c'est soit le pouvoir au Kremlin, soit la Fédération de Russie qui éclate. Et alors là, c'est pas certain que ça soit bon pour quiconque, parce que vous avez quand même des tas de repris de justice qui sont armés, hein, les Wagner, et qui reviendront en Russie, soit les faucons qui prendront la main en disant « Attendez, maintenant, on va mettre du nucléaire là-dessus, parce que c'est fini de rigoler, etc. » Voilà. Donc, c'est un moment important, parce que c'est un point d'orgue de la folie, d'une forme de folie raisonnée, une forme de folie raisonnée, une forme de fêlure qui s'exprime là, du maître du Kremlin. Vous savez, Jean-Claude, vous savez que j'aime bien répondre aux questions qui sont posées. Et vous avez demandé, est-ce que c'est un jour sombre pour l'Ukraine ? Moi, je crois qu'au contraire, c'est un aveu de faiblesse, en tout cas d'échec, pas de faiblesse, mais d'échec de la part de Poutine, pour 2 raisons. La première, si vous regardez le narratif, il commence par dire « c'est une tragédie commune ». Commune à qui ? Russes, Ukrainiens, on ne sait pas très bien. Ensuite, il dit finalement, nous ne sommes pas responsables, ce sont des pays tiers qui veulent nous détruire. Donc, en quelque sorte, il y a un narratif qui bouge sensiblement pour dire quoi finalement ? Qu'en 8 mois, depuis le début du mois de mars, nous sommes le 20 décembre, un peu comme un directeur général qui réunit ses commerciaux, il leur dit voilà ce qui ne va pas et voilà quels sont les objectifs. Il découvre qu'il y a une insuffisance. Donc, en fait, on s'aperçoit très bien qu'en cours de route, il y a eu il prend acte en quelque sorte d'un certain nombre d'échecs de sa propre armée. Et donc il vient dire on va intensifier. Mais on va intensifier, il sait qu'il est écouté, c'est une opération aussi de communication, il sait que nous l'écoutons et c'est une façon de dire nous n'allons pas nous laisser faire. En quelque sorte, peut-être aussi qu'il se dit s'il faut qu'il y ait discussion, il faut que j'arrive le plus musclé possible pour la suite. Donc en fait, il montre des bras plus qu'autre chose. 1,5 million d'hommes. Oui, c'est là-dessus que vous vouliez réagir ? Oui, je voulais juste compléter ce qu'a dit Pierre. Hier, il est revenu de Biélorussie. Et là, il n'a pas réussi à entraîner le Bélarus dans la guerre comme il espérait. Il était annoncé les préparations de pilotes communes, les choses mineures. La collaboration militaire, mais pas si importante comme ça. Il voulait quand même entraîner l'armée, il voulait mobiliser les Bélarus, venir depuis Nord donc, et prendre Kiev.
Donc c'est là où il y avait les inquiétudes de nos forces militaires. Et là, c'est pour ça que le jour n'est pas noir, parce que finalement, hier, on a vu que, mauvais comme il est, mais Loukachenko n'a pas quand même marché dans le sens où Poutine l'a poussé. Deuxième élément qu'on retient, Vincent, la préparation au combat de nos forces nucléaires. Nous devons renforcer la préparation au combat de notre triade nucléaire, donc les 3 armes qui servent à transporter l'arme nucléaire. Est-ce que ça, il faut le prendre au sérieux ou pas ? Rien de bien nouveau sous le soleil de la Volga. Hein. On l'a entendu à plusieurs reprises depuis février, parler de niveau d'alerte, parler de mobilisation, parler d'entretien et d'amélioration des dispositifs, etc. Mais il n'y a rien de véritablement révolutionnaire. De même que par rapport aux missiles, le Sarmat fait l'objet depuis quelques jours dans les émissions de la télévision russe d'une sorte de The Voice entre députés de la Douma qui composent des hymnes à la gloire de cette arme absolue. Le Zircon, on savait que ça existait, l'Iskander aussi. Donc il n'y a rien de vraiment nouveau. Si vous voulez, ce qui est le plus frappant, quand vous lisez le verbatim de son discours, tâche à laquelle je me suis astreint tout à l'heure, vous dites, mais au fond, rappelez-moi qui est le seul maître à bord du Rafio russe depuis 2000. Rappelez-moi qui a annoncé au son du clairon une réforme moderniste de l'armée russe depuis 2008, c'est-à-dire depuis maintenant 14 ans. Et en fait, en creux, il établit le constat d'échec de tout ce qui n'a pas été fait, mais n'a pas été fait. Donc, et puis, autre figure de style soviétique, les 1,5 million, c'est toujours cette sorte de manie qui consiste à répondre par la surenchère statistique à l'adversité inattendue. Bon, donc, si vous voulez, non, effectivement, moi, je ne vois rien là de très préoccupant. Simplement, Vincent, ça intervient dans un contexte particulier, ces annonces de Vladimir Poutine, c'est que les Ukrainiens, et même d'autres, les Estoniens, ont annoncé que dans quelques semaines, il y allait y avoir une nouvelle tentative d'offensive générale de la Russie contre l'Ukraine. Sous-entendu, la reprise de Kiev va redevenir un objectif. Et dans la foulée, on voit Vladimir Poutine qui fait ces annonces-là. Que peut-il dire d'autre ? Et il essaye en ce moment, il l'a fait lorsqu'il a rencontré de manière très théâtralisée aussi, donc Shoigu, ministre de la Défense, Gerasimov, chef d'état-major, il essaye de remettre l'armée russe et l'église orthodoxe au milieu du village. C'est-à-dire que, pourquoi je dis l'église orthodoxe ? Parce que vous avez remarqué que parmi tous ces képis, ces torses piqués de décoration et ces épaulettes moirées, il y avait la tiare Kirill, le patriarche de l'Église orthodoxe. Ceux qui croient encore qu'il s'agit d'un homme de Dieu et non pas d'un affairiste au service du régime seront ce soir, je l'espère, convaincus. Il est au Bravo la régie, merci. Donc, si vous voulez, 1,5 million, bon, très bien, mais est-ce que demain matin, on va passer à l'ardoise magique toutes les défaillances chroniques ? C'est-à-dire que 1,5 million, mais on parle maintenant, il y a des rumeurs qui affolent les élites russes. Il est même question, paraît-il, de prolonger la durée du service. Là, je parle des conscrits, etc. Ça a été mollement démenti, etc. Mais si vous leur donnez des tromblons, s'ils ne sont pas nourris, s'ils ne sont pas soignés, s'ils ont des rangers qui prennent la flotte au premier dégel, etc., vous pouvez en envoyer 2 millions, 2,5 millions. Ça ne changera rien. Ce sera juste un peu plus de chair à canon. Pierre, préparer au combat la triade nucléaire. Alors, je vais essayer d'y répondre, mais est-ce que vous me permettez de rebondir sur ce que Vincent vient de dire, qui est très important, parce que si vous voulez, pour comprendre cette guerre depuis le temps qu'on est dessus, qu'on essaye de la comprendre, de la décortiquer, la référence de Vincent au système soviétique et aux statistiques, à la manie des statistiques, l'Union soviétique était rythmée par le Gosplan, la planification. Et les chiffres étaient tout le temps dépassés. Le stakhanovisme du nom de Stakhanov, le fait de tout le temps produire plus. Par exemple, dans le domaine des boulons, vous avez des chiffres extraordinaires sur la production de boulons. Sauf que quand on regardait quel type de boulons était produit, eh bien, vous aviez 50 millions de boulons du même diamètre. Il était absolument impossible en Union soviétique de trouver 25 diamètres de boulons, mais dans les statistiques, c'était merveilleux. Et là, devant l'adversité, le réflexe naturel de Poutine, homo soviéticus, c'est les statistiques. De dire, mais attendez, je vais vous en mettre plein les mirettes. Allez, 1 million. Mais demain, on va avoir 2 500 000. C'est-à-dire que moins ça va marcher, plus il va sortir ça. Donc, il faut bien comprendre la filiation psychologique soviétique. Sur le nucléaire, et votre question donc sur cette formulation qui évidemment pose question. Préparer au combat, renforcer la préparation au combat de la triade nucléaire.
c'est important de le pointer du doigt, parce qu'il y a 3 semaines, on commentait une déclaration de Vladimir Poutine, très gentille, en disant « mais non, la dissuasion nucléaire, ça a toujours été chez nous une frappe de riposte à une attaque nucléaire ». Et ici, on se demandait, cette inflexion, on se disait « mais c'est une inflexion plutôt positive ». Bon, 2 jours après, il reprenait les mêmes diatribes, etc. Mais c'est pareil, le fait de Vincent l'a rappelé, depuis 10 mois, vous avez sans cesse comment dirais-je, ces accumulations de déclarations qui cherchent à nous terroriser. Cette formule est faite pour nous terroriser et pour faire bon poids, je dirais, dans le... Voilà, c'est un peu le marchand des 4 saisons. Allez, je vous mets des carottes, des navets et des trucs nucléaires. Vous allez voir, mais alors là, attendez, je vous en mets 3, et puis alors ça va être très opérationnel. Bon, donc c'est pas plus inquiétant, et pas moins qu'auparavant. Surtout qu'il y a toujours un doute que l'on a maintenant depuis 10 mois, c'est qu'est-ce qui marche vraiment chez les Russes. Et moi, je commence à avoir une inquiétude sur le nucléaire, en me disant si ça marche. Pas une inquiétude ou plutôt oui, non, mais même une inquiétude. Oui, non, mais même une inquiétude sur le. Mais est-ce que réellement leur nucléaire est surveillé? Est-ce que les défauts qu'on voit dans l'armée russe, dus à la corruption, au mauvais entretien, etc. Est-ce que sur le nucléaire, on pourrait avoir des choses de cette nature? C'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse. Et tout ce spectacle, cette démonstration statistique, ou en termes de type de produit, comment dirais-je, que Poutine projette à la figure, c'est surtout des aveux de faiblesse. Oui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, et on a vu qu'il y a des défaillances structurelles si les gens ne sont pas compétents, s'ils ne sont pas, les choses sont très simples, s'ils ne sont pas nourris, vous pouvez prendre 1 million d'hommes supplémentaires s'ils ne sont pas nourris, s'ils n'ont pas le matériel, s'ils ne sont pas entraînés, s'il n'y a pas de véritable chef, eh bien le résultat risque d'être dramatique et catastrophique. Non mais c'est intéressant, vous avez tous la même sensibilité par rapport à cette surenchère poutinienne d'aujourd'hui. Vous dites tous, finalement, c'est la rhétorique classique de Vladimir Poutine. D'autant qu'il sait qu'on l'écoute. Chercher à faire peur, chercher à affoler. Oui. Et puis, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas tenter le coup. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas décréter les 300 000 hommes, si vous voulez, au bout de 4 mois de mobilisation, vous en avez que 100 000 en ligne, peut-être 150 000, etc. Là, il vous parle d'1 500 000 soldats. Voilà. Comment dirais-je, il faut bien que le téléspectateur comprenne qu'on peut émettre tous les doutes que nous émettons, et il n'empêche que lui, continuant dans son rêve, et c'est là où il peut faire exploser à la fois son pouvoir, et j'ai une fois ou deux dit que peut-être qu'il va passer à l'histoire comme celui qui aura tué l'Union soviétique pour la seconde fois en faisant exploser la Fédération de Russie, parce qu'à force d'être dans une espèce de réalité parallèle, il peut y avoir cette solution-là, mais ça ne veut pas dire... Vous avez raison, malheureusement, l'hypothèse la plus solide aujourd'hui, c'est une guerre longue. C'est une guerre longue. D'ailleurs, il dit que ce sont les pays tiers qui sont responsables. Il y a des gens qui veulent absolument la destruction de la Russie. Et ce sont ceux-là contre qui il semble se battre. En tout cas, il veut mobiliser un certain nombre de militaires autour. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai aperçu dans l'Assemblée quand même quelques généraux qui pionçaient. Pendant et donc, à mon avis, je pense qu'il va y avoir des promotions après s'ils revoient les images. Oui. Dernière hypothèque en 10 secondes, c'est l'hypothèque économique. Il dit, nous n'avons aucune limite de financement, le pays et le gouvernement donnent à l'armée tout ce qu'elle demande. Ah bon? Il n'y a pas de limitation de financement? On n'en parle pas beaucoup, mais le rouble dont on louangeait à Moscou la résistance il y a encore quelques mois, s'est affaissé d'environ 10 à 15% dans les 4 semaines écoulées. Donc l'idée qu'il y aurait une sorte de trésor, de tonneau des Danaïdes dans lequel on pourrait puiser tout l'argent nécessaire ne va pas de soi. Bon,